Bonjour à toutes et tous. Plus encore que les années précédentes, l'exercice va être très difficile puisque je n'ai que 7 minutes pour vous balayer les grandes informations concernant l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies survenues en 2020. Et pourtant, quelques secondes concernant mes liens d'intérêt avec les industriels. La première question que je me suis posée, c'est faut-il réellement reparler de l'épidémie Covid-19 ? J'ai préféré ne pas le faire en détail. Cette diapositive résume 3 éléments essentiels. Le premier, que c'est oui, l'insuffisance cardiaque chronique est un facteur de risque pour les malades développant cette maladie de faire une forme plus sévère. Après une polémique initiale, les médicaments, en particulier IEC et ARA2, ne sont pas des facteurs de risque de développer la maladie ou de faire une forme sévère. Enfin, sans détailler, le SARS-CoV-2 est un virus avec un tropisme cardiaque important. On a vu différentes formes de myocardite et d'insuffisance cardiaque aiguë qui posent la question de la survenue dans les mois ou années à venir d'insuffisance cardiaque chronique. Mais venons-en au vif du sujet, et en particulier au parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, en débutant comme souvent par une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Cela avait été montré dans les formes chroniques d'insuffisance cardiaque, mais la supplémentation en fer n'avait pas été testée à la sortie après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Dans cette étude affirme AHF, chez les malades avec fraction d'éjection à moins 50% et une carence martiale sur la définition habituelle, les auteurs ont testé la supplémentation en carboxymaltose férique avant la sortie. Et sur la courbe de droite, vous voyez l'amélioration du nombre total d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou de décès cardiovasculaires qui n'atteint pas le seuil de signification, ce qui est fait après un ajustement particulier justement à la période de Covid et qui montre une amélioration de ce critère de jugement. En revanche, et c'est montré en petit en bas à gauche, la supplémentation en carboxymaltose férique ne permet pas de diminuer les décès cardiovasculaires. Chez les malades chroniques, on sait par la dapagliflozine le bénéfice qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont traités par cette classe de molécules. L'étude Emperor Reduced a testé une autre molécule de cette même classe, l'empagliflozine, chez des malades insuffisants cardiaques chroniques à fraction d'éjection réduite. Et ici, je reprends le critère de jugement principal qui est très nettement amélioré, avec uniquement 19 malades à traiter sur la période de l'étude pour éviter un décès cardiovasculaire ou une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ce qui est un bénéfice vraiment important. Et comme dans l'étude avec la dapagliflozine, Emperor Reduced a montré que cette molécule obtenait ce résultat, que les malades soient diabétiques ou pas. Donc, après avoir été conçu comme un antidiabétique, je pense que cette classe de médicaments et l'empagliflozine avec Emperor Reduced seront des piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, même chez le malade non diabétique. Entre l'aigu et le chronique, un certain nombre de malades présentent des signes d'aggravation et c'était l'objet de tester 2 nouvelles molécules et 2020 attendait leurs résultats relativement impatiemment. Le premier de cette molécule, c'est le Vericiguat, avec un stimulateur par voie orale de la guanylate cyclase soluble. Je ne peux pas détailler ici le mode d'action, mais vous voyez que ça potentialise la réponse de la guanylate cyclase soluble en créant du GMP cyclique en réponse au monoxyde d'azote. C'est un potentialisateur de l'effet du monoxyde d'azote. C'est l'étude Victoria qui testait le Vericiguat chez les malades en insuffisance cardiaque avec des signes d'aggravation récente. Et cette étude a montré une amélioration du critère de jugement principal décès cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, avec un nombre de sujets à traiter de 33. Et vous voyez plus à droite de la diapositive les 2 critères qui composent ce critère principal. Et l'on observe que l'effet est surtout porté par l'amélioration des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, puisque le critère de jugement des décès cardiovasculaires n'est pas nettement amélioré. L'autre molécule est l'omecamtiv mecarbil. C'est la première molécule d'une classe nouvelle qui serait appelée myotrope par opposition aux inotropes, puisque le mode d'action est directement sur la myosine cardiaque. Il s'agit d'un activateur de la myosine cardiaque qui va augmenter le nombre de têtes de myosine, augmenter la force d'ancrage au filament d'actine et ainsi la force générée par le sarcomère. C'est l'étude Galactic HF qui a testé chez les malades insuffisants cardiaques chroniques à fraction d'éjection réduite avec des signes récents d'aggravation. Et cette étude a montré une amélioration du critère de jugement principal sur les décès cardiovasculaires et les événements par insuffisance cardiaque. Il a fallu traiter 48 malades pour éviter un événement. Mais de nouveau, quand vous regardez le décès cardiovasculaire sur les courbes de droite, on n'observe aucune différence. Et donc, l'efficacité de cette molécule passe surtout sur un effet myotrope, donc, et diminution
des insuffisances cardiaques hospitalisées. À côté des nouvelles molécules, j'ai voulu mettre en évidence que la prise en charge de l'insuffisance cardiaque est plus complexe et ne repose pas que sur les médicaments. J'ai repris l'étude OSICAT, car elle est française, coordonnée par Michel Galinier à Toulouse, et c'était l'intérêt du télésurveillance et de programmes d'éducation thérapeutique et de conseil après hospitalisation pour aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et si cette étude n'a pas montré de bénéfices sur l'ensemble de la population, il est possible que chez les malades isolés socialement, et ou les plus sévères sur la NYHA classe 3 ou 4, et ou chez ceux qui ont une bonne adhésion à la surveillance quotidienne du poids, que l'on puisse observer une amélioration du pronostic. Mais il n'y a pas que les méthodes paramédicales et médicales, il y a également les dispositifs qui permettent de surveiller et d'améliorer la surveillance des malades à distance. L'étude Champion date déjà d'un certain nombre d'années, avait montré l'intérêt que pouvait avoir ce capteur de pression intrapulmonaire, le CardioMEMS. Et dans cette étude qui a repris les événements un an après l'approuvement aux États-Unis de l'utilisation de ce capteur, eh bien, on observe une diminution de la fréquence des hospitalisations pour insuffisance cardiaque l'année qui suit la pause par rapport à l'année d'avant, et cela que les malades aient une fraction d'éjection réduite, intermédiaire ou préservée. Enfin, deux maladies particulières sur lesquelles je veux attirer votre attention. Le premier, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives avec le mavacamten. C'est également une nouvelle molécule dans sa classe, puisque c'est un inhibiteur sélectif de l'ATPase de la myosine cardiaque et qu'il va au contraire réduire la force de liaison entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Et dans l'étude Explorer HCM, le mavacamten a été montré comme efficace pour diminuer le critère principal de jugement qui était fonctionnel, mais basé sur le pic de VO2. On observe une amélioration du pic de VO2, une amélioration de la classe NYHA. Et sur la droite de la diapositive, c'est associé à une diminution du gradient d'obstruction sous-aortique et une diminution du NT-proBNP. Donc je pense que c'est une vraie nouveauté pour cette maladie rare, certes souvent génétique, mais pour laquelle il n'y avait pas de traitement réellement validé à ce jour. Enfin, une autre maladie particulière, l'amylose cardiaque à transthyrétine, dont le tafamidis s'était montré efficace, mais dans une seule étude randomisée, certes en double aveugle. Mais je trouvais intéressant de vous rappeler, dans cette étude en vie réelle, coordonnée par Thibaut Damy de Créteil, que la molécule améliore la survie et le nombre d'hospitalisations pour les malades avec amylose cardiaque à transthyrétine lorsqu'ils reçoivent cette molécule. Pour conclure, l'insuffisance cardiaque et son traitement, sa prise en charge est de plus en plus spécifique, de plus en plus complexe, nécessite sans doute une compétence particulière, car ces malades ont tous des profils différents, des périodes dans leur maladie différentes, qui nécessitent à chaque fois une analyse précise et un management particulier. À côté de l'épidémie Covid, qui a beaucoup balayé la santé en 2020, eh bien, ça a été une année particulièrement riche en termes de nouveautés et de nouvelles molécules arrivées sur le marché, dont les recommandations de 2021 amèneront, à n'en pas douter, des précisions sur leurs places respectives. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Guillaume Kella du CHU de Nîmes. Je vais vous parler donc de l'essentiel de la cardiologie interventionnelle en 2020 au nom du bureau du GACI. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, je vous propose de commencer par les guidelines. Alors, les recommandations européennes cette année ont été focalisées sur le syndrome coronarien aigu sans suivi des cas du segment ST, et c'est le professeur Jean-Philippe Collet qui a piloté ces recommandations au niveau européen. J'ai retenu trois éléments clés de ces recommandations. Le premier élément, c'est sur l'admission du patient et son évaluation avec l'apparition des protocoles de troponine très rapides, c'est-à-dire troponine H0 ou troponine H0H1 ou troponine H0H2. Et finalement, on a un petit peu moins d'utilisation de la stratégie H0H3. Deuxième message important, c'est sur les antiplaquettaires. Il y a des éléments importants qui sont apparus dans ces recommandations, à savoir globalement l'utilisation préférentielle du prasugrel sur le ticagrelor suite au résultat d'ISARAC 5 dans le syndrome coronarien aigu qui doit bénéficier d'une angioplastie coronaire. Pas de pré-traitement par inhibiteur PDGREL12 lorsqu'on envisage une stratégie rapide. C'est deux éléments assez nouveaux et importants de ces recommandations. Troisième point qui est important, c'est la nouvelle stratégie de traitement antithrombotique dans l'angioplastie d'un patient sous anticoagulant long cours. On se rapproche des attitudes américaines, à savoir une triple thérapie très courte d'une semaine, qui est la stratégie par défaut, qui peut être allongée à 1 mois lorsqu'on est sur un patient haut risque ischémique. Mais globalement, ça va assez notablement changer nos pratiques. Et au bout de 12 mois, on propose le traitement anticoagulant seul, sauf dans des cas particuliers de haut risque hémorragique. De risque ischémique, pardon.
Qu'en est-il cette fois-ci donc des stents et des devices? Donc cette année a été relativement pauvre sur cette question, mais on voit arriver avec les excellents résultats cliniques des stents, des comparaisons entre les différentes stents qui ont montré qu'il y avait une globale non-infériorité de ces plateformes. La recherche est extrêmement focalisée sur les patients à haut risque hémorragique, qui sont des patients soit âgés, soit sous anticoagulants long cours, soit insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques ou ayant un cancer actif. C'est une population importante, 35 à 40% des patients. Et dans cette population-là, on peut envisager des durées très courtes de bithérapie afin de réduire les complications hémorragiques. Alors, de nombreuses études sont en cours. Je pense par ailleurs à Bioflow DAPT ou à Master DAPT. Donc, Master DAPT donnera ses résultats prochainement. Mais l'étude qui a été publiée en 2020, c'est l'étude Onyx One, qui est une étude qui a comparé deux stents actifs, le Resolute Onyx et le BioFreedom, sur une étude de 2000 malades, une étude de non-infériorité chez des patients à haut risque hémorragique selon les critères HBR, au moins un facteur de risque hémorragique. On voit que dans cette population, qui est une population qui est à haut risque, puisqu'elle a en moyenne d'âge 74 ans, la moitié de syndrome coronarien aigu, on voit que les deux prothèses ont fait le jeu égal sur le critère de jugement décès cardiovasculaire, infarctus, thrombose de stent, 17% dans les deux bras. On voit que c'est une population à haut risque et globalement, pas de différence significative. Donc, il est possible d'utiliser ce type de prothèse avec une durée très courte de bithérapie dans cette population à haut risque. On passe maintenant à la pharmacologie. J'ai retenu deux études importantes cette année sur la pharmacologie. La première étude, c'est l'étude Taiko, publiée dans le JAMA en 2020 et présentée au TCT. C'est une étude asiatique qui a porté sur 3000 patients et qui a randomisé deux stratégies de traitement antiplaquettaire. La stratégie ticagrelor en monothérapie 3 mois après l'angioplastie versus une stratégie de ticagrelor plus aspirine pendant 12 mois. L'étude était basée sur un critère principal de jugement qui était un critère combiné, hémorragie TIMI majeure plus des critères MACE. On voit ici que globalement, la stratégie de monothérapie a permis une réduction du critère composite ischémique hémorragique assez significative, avec vous voyez une diminution de près de 40% des événements, un petit peu à 0,01. Et on voyait ici la landmark analysis avec les événements qui diminuent à partir du 3e mois. Évidemment, ces événements étaient évidemment majoritairement drivés par les hémorragies majeures qui étaient nettement diminuées lorsqu'on utilisait donc, le ticagrelor en monothérapie au bout de 3 mois par rapport à une bithérapie pendant 12 mois. Donc, une étude intéressante à mettre en perspective avec les résultats des autres études, Global Leaders, Smart Choice, TopDAP2 ou Twilight. Et dans cette méta-analyse, on voit que lorsqu'on poule les résultats de cette population, on voit que globalement, il y a un bénéfice sur la réduction des événements hémorragiques de près de 40%, sans qu'il y ait d'augmentation significative des thromboses de stent, des décès, des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Deuxième étude, l'étude Alpheus, une étude française pilotée par le professeur Sylvain de la Pitié-Salpêtrière, qui a essayé de comparer dans une population d'angioplastie coronaire plutôt à haut risque, ticagrelor au clopidogrel, afin de réduire le critère d'infarctus ou d'événements périprocéduraux, que sont les infarctus ou la thrombose de stent ou les myocardial injury majeures à 30 jours. Donc, dans cette étude, malgré une nette, on voyait que le ticagrelor fait nettement mieux en termes d'inhibition plaquettaire. C'est objectivé sur cette sous-étude sur 167 patients, objectivé ici sur le VASP à 4 heures après la dose de charge. Dans cette étude, il n'a pas été possible de réduire les événements périprocéduraux, que ce soit l'infarctus, la thrombose de stent ou le myocardial injury majeur. Donc, c'est une étude qui a été publiée dans Lancet, une étude qui va avoir un impact important sur la pratique. Donc, on peut rester au clopidogrel dans cette indication d'angioplastie coronaire avec des taux d'événements qui sont très faibles. Vous voyez la thrombose de stent à 0,3%. Enfin, pour finir, quoi de neuf sur le structurel? J'ai retenu deux études, les études SCOPE2, l'étude SCOPE2 qui a comparé deux valves, la Curate Neo versus la CoreValve Evolute, deux études en face à face, une étude de non-infériorité sur un critère dur, décès accident vasculaire à 1 an. On retiendra que dans cette étude, la Curate Neo n'a pas eu la non-infériorité face à la CoreValve Evolute, avec un taux d'événement qui était à 13,9% versus 15,8%. Par ailleurs, il y avait plus de pacemakers dans le groupe CoreValve versus Accurate Neo, et à l'opposé, plus de régurgitation aortique dans le groupe Accurate Neo versus CoreValve, une étude publiée dans Circulation.
Deuxième étude sur le TAVI, l'étude populaire TAVI sur les patients qui ont un TAVI et qui sont sous anticoagulants long cours. On voit que dans cette étude, on a comparé donc les deux stratégies, anticoagulant seul versus anticoagulant plus clopidogrel pendant 3 mois. Et dans cette étude, on a objectivé sur 300 patients une réduction des événements hémorragiques de 40% lorsqu'on utilise anticoagulant seul versus anticoagulant aspirine sans excès d'événements ischémiques. Enfin, pour finir, sur le Covid, on avait donc fait une grande étude avec le GACI sur près de 6000 patients qui a montré qu'il y avait, pendant le premier confinement, moins 14% de réduction des admissions, des patients qui arrivent plus tard avec plus de complications à type de décès, de complications mécaniques. Je veux saluer le travail de Guillaume Bonnet qui fait un énorme travail avec le GACI pour cette étude. Pour conclure, 2020, beaucoup d'études importantes, focalisées essentiellement sur la réduction des événements hémorragiques et une année bien sûr très affectée par le Covid dans toute notre discipline. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc l'essentiel de la rythmologie en 2020. Alors forcément, il a fallu faire des choix. Ça n'avance pas. On va recommencer. Je n'avais pas cliqué. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter l'essentiel de la rythmologie en 2020. Ce sont mes relations avec l'industrie. Alors forcément, en 7 minutes, il a fallu faire des choix, mais on va commencer tout de suite par la fibrillation atriale et l'étude EAST-AFNet 4. C'est un peu la suite, si on veut, d'Affirme, mais avec 2700 patients. Et cette fois-ci, donc c'est contrôle du rythme versus contrôle de la fréquence, mais chez des gens avec des FA récentes, moins de 1 an, et des scores de CHAS-VASc à au moins 2. Et le critère de jugement principal est un critère composite composé d'hospitalisation pour décès cardiovasculaire, de décès cardiovasculaire, d'AVC et d'hospitalisation pour aggravation de l'insuffisance cardiaque ou syndrome coronaire aigu. Ce qui est intéressant de voir, c'est la population qui représente vraiment bien les patients qui font de la fibrillation atriale, 70 ans de moyenne d'âge, et paroxystique et persistante. Donc des FA récentes, mais également persistantes. Et ce qu'on voit, c'est les traitements. Donc, dans le groupe de contrôle du rythme, on a beaucoup d'antiarythmiques et un peu d'ablation initialement. Et à 2 ans, finalement, il n'y a même que 20% d'ablation encore, essentiellement des antiarythmiques, alors que dans le bras, contrôle de la fréquence, on n'a quasiment pas de traitement antiarythmique ou d'ablation. Et cette étude a été interrompue avant la fin pour efficacité, donc c'est assez rare pour être souligné, et donc le critère de jugement principal composite était significativement meilleur si on contrôlait le rythme par rapport à simplement essayer de ralentir la fréquence. Ce qui est tout particulièrement intéressant, c'est quand on regarde ces différents critères qui composent le critère de jugement principal, les morts d'origine cardiovasculaire sont significativement moins importantes dans le groupe de traitement, si on peut dire agressif, en tout cas pour maintenir le rythme sinusal, de même que les AVC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de novateur. Et la conclusion, c'est que si les fibrillations atriales, si vous avez une fibrillation atriale récente de moins d'1 an avec un patient qui a un score de CHAS-VASc au moins 2, alors il vaut mieux essayer de le maintenir en rythme sinusal plutôt que faire simplement un contrôle de la fréquence cardiaque. Le deuxième papier que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'utilisation de rivaroxaban chez les patients en FA avec bioprothèse mitrale, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait toujours un peu peur chez ces patients-là, mais là, clairement, le rivaroxaban est non inférieur à la warfarine pour traiter, quant au risque d'AVC ou d'événements cardiovasculaires majeurs, pour traiter ces patients en FA avec bioprothèse mitrale. Donc, on peut les utiliser dans cette indication. Une autre étude encore concernant la fibrillation atriale, mais cette fois-ci de l'ablation. En fait, il y a 2 études qui ont été présentées au dernier AHA et qui viennent d'être publiées dans le New England Journal of Medicine. L'étude Early AF, qui est en fait des patients qui n'ont pas eu d'antiarythmique, qui ont des FA paroxystiques symptomatiques avec des diamètres de l'oreillette gauche à 40 mm et une moyenne d'âge à 58 ans. Donc ça, c'est des patients assez typiques d'ablation de FA. On voit par rapport à EAST-AFNet que c'est pas de la FA tout venante, où les gens sont plus âgés, souvent avec des oreillettes plus grosses, mais c'est des populations vraiment classiques d'ablation de FA. Et bien, ces patients ont été randomisés, ils ne devaient pas avoir eu d'antiarythmique auparavant, ils ont été randomisés entre traitement antiarythmique ou ablation par cryoablation et isolation des veines pulmonaires.
Et le suivi, surtout, ça c'est ça qui est intéressant, ils ont tous eu un Reveal Link, c'est un Holter implantable, donc on savait exactement les récidives. Et donc, clairement, à 1 an, il y a beaucoup moins de récidives dans le groupe ablation, 57% versus 32% dans le groupe antiarythmique. De la même façon, dans le groupe, la même étude, Stop AF remonte exactement la même chose. Donc, en cas de fibrillation atriale paroxystique, quand on décide de contrôler le rythme cardiaque, il vaut mieux faire l'ablation, l'isolation des veines pulmonaires, plutôt que mettre des antiarythmiques, en tout cas dans cette population, encore une fois, 60 ans de moyenne d'âge, des oreillettes pas très dilatées. Alors, quand on parle de rythmologie, il faut aussi parler de prothèses implantables, hein. Alors, j'aurais pu parler de stimulation icienne, mais il a fallu faire des choix. Donc, j'ai plutôt parlé des défibrillateurs sous-cutanés, de l'étude prétoriane, également publiée dans le New England, qui montre finalement que chez des patients qui n'ont pas d'indication de stimulation et qui n'ont pas non plus de TV à moins de 170 battements par minute, c'était un critère d'exclusion, alors on les a randomisés entre défibrillateur sous-cutané et défibrillateur implantable avec sonde intracardiaque. Et bien, il n'y a pas de différence en termes de complications. C'était le critère principal, hein, un critère de jugement composite avec les complications liées à la prothèse ou aux sondes et les chocs inappropriés. Et donc, c'est le défibrillateur sous-cutané non inférieur en termes de complications par rapport au défibrillateur intracardiaque. Et de façon intéressante, si on regarde les problèmes liés à la prothèse ou aux sondes, il y en a un peu plus pour les défibrillateurs intracardiaques, alors que les chocs inappropriés, c'est l'inverse, et les deux s'annihilant. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, ce qui est important quand même de voir, c'est que l'efficacité quand même, et en fait, il n'y a pas plus de morts d'un côté que de l'autre, donc ils sont aussi efficaces et non différents en termes de complications. Donc, le défibrillateur sous-cutané peut être utilisé de façon sûre par rapport au défibrillateur intracardiaque chez les patients avec une indication de défibrillation, mais quand même chez les patients qui n'ont pas besoin de stimulation, de resynchronisation cardiaque et qui n'ont pas de TV connu monomorphe à moins de 170 battements par minute, puisque c'était les critères dans cette étude. Et enfin, c'est quelque chose d'important qui prend de plus en plus de place, qui commence à inonder toutes les consultations cardiologiques, c'est les tracés liés aux objets connectés. Alors, cette étude sur la détection de la fibrillation atriale par les montres connectées était de 2019, mais en 2020, on a eu plein d'études qui ont cherché, par exemple, l'ischémie coronaire avec l'Apple Watch, la mesure de l'intervalle QT, particulièrement pendant la période Covid. Et quand on regarde la publication PubMed d'objets connectés, en fait, il n'y en avait quasiment pas en 2019, alors que vraiment ça a bondi en 2020. Donc, c'est vraiment les choses qui arrivent. Et on a tous maintenant des tracés, des patients qui viennent avec des tracés de leur montre connectée. Quand ce n'est pas directement que leur montre connectée leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent vous voir alors qu'ils se plaignent de rien. Donc, on commence à être inondé par ça. Donc, c'est important d'essayer de voir comment gérer tous ces épisodes. Et Pierre Wardachar, ici à Bordeaux, a fait un recueil de tous les tracés des montres connectées. Là, c'est par exemple un patient avec un Brugada. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur ce site ce recueil, ce livre avec les recueils des tracés de montres connectées. Voilà, pour conclure, il est important de traiter les FA précocement et ça améliore les gens en termes de mortalité cardiovasculaire et d'AVC. Donc, c'est vraiment ça, l'étude ISTA-FNET 4 qui est primordiale, qui a été vraiment une avancée qui va changer les prises en charge des patients. Le rivaroxaban n'est pas inférieur à la warfarine et non inférieur à la warfarine en cas de FA et de bioprothèse mitrale. Donc, on peut mettre l'AOD qui est le rivaroxaban dans cette indication. Chez les patients avec fibrillation atriale paroxystique symptomatique, chez des patients qui sont actifs, qui n'ont pas de dilatation majeure de l'oreille gauche, alors l'ablation doit être préférée aux antiarythmiques quand on décide de traiter, de les traiter. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est assez nouveau et c'est des études supplémentaires qui vont dans ce sens. Le défibrillateur sous-cutané est non inférieur au défibrillateur intracardiaque en termes de complications, en tout cas, hein, quand il n'y a pas d'indication de stimulation, de resynchronisation ou de TV enregistré à moins de 170 battements par minute. Et finalement, devant le nombre de plus en plus important de tracés d'objets connectés qu'on reçoit, il faut s'y préparer et avoir bien connaître ce qu'ils sont capables d'enregistrer ou pas. Je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, nous allons faire donc un tour d'horizon de la cardio-oncologie en 2020. Tout d'abord, vous rappeler qu'il y a un nouveau journal qui est le JACC Cardio-Oncologie, un journal très intéressant qui publie des articles de très haut niveau. Alors, concernant les anthracyclines, tout d'abord, eh bien, cette étude qui a été faite chez les adultes traités pour une leucémie aiguë qui montre que en cas de traitement pour une leucémie aiguë, le risque d'insuffisance cardiaque est de 9% et que ce risque apparaît surtout dans la première année. Ils ont établi un score de risque avec des données cliniques, biologiques et imagerie qui permet de définir un patient à haut risque, risque modéré ou risque faible. Et les patients à haut risque, vous voyez, ont une insuffisance cardiaque qui survient dans 35% des cas à 1 an. Donc, à utiliser chez nos patients. Protéger le myocarde de la toxicité. Est-ce qu'on peut utiliser les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone? Cette nouvelle méta-analyse qui a repris toutes les études qui montre que oui, ça marche, mais que l'effet est vraiment très faible puisqu'on préserve que 4% de fraction d'éjection, ce qui est insuffisant pour le recommander de façon systématique puisque c'est dans les limites de la reproductibilité des méthodes d'imagerie. Cette étude a analysé l'impact pronostic de la toxicité myocardique sur la mortalité. Ils ont classé les toxicités en minime, modéré et sévère en fonction de données cliniques, biologiques et imagerie et montrent que la toxicité myocardique sévère, ça ne survient que dans 3% des cas, donc c'est rare, et c'est la seule qui impacte la mortalité. En termes d'immunothérapie, je vous rappelle que les checkpoint inhibiteurs peuvent donner des myocardites de diagnostic très difficile. Ce groupe a défini les myocardites en certaines, probables et possibles, un peu comme les endocardites, à partir des différentes données. Donc, ça peut être intéressant pour les essais thérapeutiques, notamment les essais cliniques, mais aussi en pratique clinique, on peut éventuellement les utiliser. Ces myocardites sont très graves, elles entraînent une mortalité de l'ordre de 40 à 50%, et cette étude a montré les particularités IRM que l'on pouvait observer dans ces myocardites. Vous voyez que presque dans un patient sur deux, au début, la première IRM peut ne pas montrer de rehaussement tardif et parfois pas d'hypersignal T2, que l'on peut trouver des hypersignaux très souvent de rehaussement tardif au niveau de la paroi septale, expliquant les BAV, et que si l'IRM est réalisée très tôt, elle peut être négative et qu'on peut la positiver, elle peut devenir positive si elle est réalisée notamment plus de 4 jours après l'admission. Donc peut-être répéter l'IRM si la première est négative. En tout cas, il faut administrer des fortes doses de corticoïdes très vite. C'est ce que montre cette étude. Forte dose de corticoïdes en moins de 24 heures, ça améliore le pronostic. Alors, cette étude a montré aussi que, c'est l'équipe de Caen de Joachim Alexandre, que ces myocardites pouvaient survenir, les toxicités myocardiques, peuvent survenir tardivement sous immunothérapie, puisque la plupart surviennent dans les 30 jours habituellement. Et bien là, au-delà de 90 jours, on avait aussi des toxicités myocardiques. Ça entraîne des myocardites, mais ça entraîne également des syndromes coronariens aigus. C'est ce qu'on a montré avec Jennifer Cotella dans cette étude, avec un cas clinique rapporté et une étude de pharmacovigilance, et que probablement le lien est fait de l'augmentation de l'inflammation au niveau de la plaque, ce qui a été retrouvé dans cette étude chez la souris, qui va favoriser la rupture de plaque. En tout cas, il y a un risque plus important d'AVC ischémique et d'infarctus du myocarde chez les patients cancéreux traités par immunothérapie, comme le montre cette étude. Autre immunothérapie, les CAR-T-cell thérapies, dont je vous rappelle qu'il s'agit de prélever les lymphocytes du patient, de leur faire exprimer un récepteur qui va reconnaître les cellules hématologiques cancéreuses. Le risque de ces traitements, c'est le syndrome de relargage des cytokines et la survenue d'événements cardiovasculaires. Dans cette étude, ces événements survenaient dans 28% des cas et ils étaient probablement en rapport avec le syndrome de relargage des cytokines. En effet, ce syndrome survenait dans 72% des cas dans un délai médian de 6 jours et les événements cardiovasculaires dans 28% des cas plus tardivement, 11 jours, ce qui confirme la relation. Et les facteurs prédictifs d'événements cardiovasculaires étaient un syndrome de relargage de grade 3 ou de grade 4. En termes de thrombose, cette méta-analyse rappelle qu'en cas de maladie veineuse thromboembolique dans un cancer actif, eh bien, l'utilisation des AOD permet de réduire les récurrences de maladies veineuses thromboemboliques par rapport à la daltéparine, que le risque des saignements majeurs n'est pas significativement différent. Par contre, il y a plus de saignements mineurs, surtout s'il s'agit de cancer digestif, et ça a été rajouté dans les recommandations. Dans le terme relation maladie cardiovasculaire et cancer, cette étude très intéressante qui montre que lorsqu'on réalise un remodelage
du ventricule gauche chez des souris, soit par augmentation de la post-charge, soit par infarctus du myocarde, eh bien, les cancers vont progresser plus que chez des souris qui n'ont pas de remodelage. Enfin, les recommandations, 3 papiers qui ont été publiés par des groupes européens qui ont montré, notamment celui-ci, qu'il était important d'évaluer le risque cardiovasculaire pré-thérapeutique et permet dans cette étude de classer le risque cardiovasculaire, enfin non, pas dans cette étude, pardon, dans ces recommandations, en haut risque, risque modéré et risque minime, et qu'en fonction de ce risque et en fonction de la molécule, il y a des algorithmes de surveillance, peut-être un tout petit peu compliqués. Enfin, je veux terminer avec ce travail du groupe du Cercle de cardio-oncologie de la Société française qui a réalisé une harmonisation de toutes les guidelines et utilisé et qui fournit des recommandations, ou plutôt des algorithmes décisionnels très pratiques que vous retrouvez sur le site internet gmedico.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention.